traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs ce 26 mars 2022, il y a exactement 31 ans que le peuple malien a lutté pour instaurer la démocratie. Le film des actions fortes de cette matinée de commémoration et de souvenirs au début de cette édition avec Modibo Mariko et Mamadou Fani. Nous allons faire un tour à Doha, au Qatar, où séjourne actuellement le chef du gouvernement. En ce samedi, la délégation malienne a pris part à l'ouverture des travaux du forum de Doha. Le Premier ministre a aussi rencontré son homologue qatarien. Engagement a été donné par ce dernier à soutenir le Mali dans ces moments difficiles de son histoire. Nous vous plongerons également dans l'univers des cascades ou parades sur les engins à 2 ou 4 roues sur les voies publiques. Un monde parallèle à la réalité au vu des faits et gestes de ces pratiquants. Ils sont jeunes et pleins de vie, mais non cure de la valeur de la vie, encore moins des sanctions en vigueur par la législation. Malvie ou Bonjour la mort, un dossier signé Ousmane Diakité. Sport football, la première étape de la démocratie. L'événement garde toute sa solennité pour dignement rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie au nom d'un idéal. La cérémonie traditionnelle de dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs s'est tenue ce matin. C'était en présence de notre équipe de reportage dirigée par Modibo Mariko. Il y a presque 31 ans que le Mali démocratique a vu le jour. 31 ans de combat couronnés par les sacrifices de certains concitoyens un 26 mars 1991, les martyrs. Les martyrs dont les souvenirs restent encore vifs dans nos esprits. Devoir de mémoire oblige, le président de la transition a sacrifié à la tradition celle de saluer leur mémoire par le dépôt de gerbes de fleurs. Le peuple malien s'était mobilisé pour défendre ses droits et demander plus de justice sociale. Donc nous sommes aujourd'hui ici par devoir de mémoire. C'est pour rendre hommage à tous les Maliens qui ont voulu consentir le sacrifice ultime pour la patrie dans sa quête de liberté. Et une fois de plus, je m'incline sur la mémoire de tous les martyrs du 26 mars 1991, sans oublier tous les fils du pays qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie et rassurer les parents que les sacrifices ne seront pas vains. Ainsi, pour la circonstance, ils étaient presque tous là, les acteurs du mouvement démocratique, pour non seulement être témoins de l'événement, mais aussi se rappeler avec le président de la transition les sacrifices ultimes des camarades de lutte. Et à presque une semaine du mois de Ramadan, le président de la transition a tenu à lancer ces messages. Au-delà du rituel, la journée du 26 mars est un symbole fort pour tous les Maliens, que j'invite d'ailleurs à plus de cohésion, de détermination et surtout de sérénité en cette veille du mois de Ramadan, qui est par excellence un mois de solidarité, un mois de cohésion, un mois de paix. Le gouvernement de transition a pris toutes les dispositions pour approvisionner les différents marchés des produits de première nécessité, et aussi a mis en place un système de contrôle des prix imposés afin d'éviter toute flambée de prix injustifiée au détriment de la population malienne. Avant de prendre congé de lier, le président Assimi Goïta a salué encore une fois de plus les détachements militaires, les membres du gouvernement, les corps constitués ainsi que les acteurs du mouvement démocratique. Tradition respectée également du côté de la pyramide de souvenirs. Une table ronde a été organisée sur le thème genre et dynamique socio-économique et politique au Mali, autrement parler des dynamiques socio-économiques et politiques des femmes maliennes des années 60 jusqu'à nos jours, obstacles internes et externes à leur émancipation. Plus d'explications avec Mamadou Fani. Il y a 31 ans, le peuple malien marquait son entrée dans la démocratie suite aux événements de mars 91. Pour commémorer cette journée des martyrs ce 26 mars, une table ronde est organisée par la pyramide des souvenirs sur le thème genre et dynamique socio-économique et politique au Mali. Le choix en 2022 de cette thématique n'est pas le fruit du hasard. Il se justifie par le poids démographique, économique, politique et culturelle de la femme dans le développement du pays et les problèmes auxquels celle-ci
est confrontée. 5 thématiques ont été développées par les panélistes, toutes des femmes. Il s'agit des femmes au Mali, un regard féminin, rôle des femmes dans la reconstruction et le développement post-conflit, la représentation des femmes en politique, force et faiblesse, violence à l'égard des femmes et l'artisanat féminin face à la mondialisation. Il n'y a pas une vie, il n'y a pas un pays sans la femme. La femme, c'est le début, comme je le dis toujours, et la fin de la chaîne. Et la politique ne fait pas exception à la règle. Parce que c'est là où nous prenons les lois, c'est là où nous définissons comment est-ce que nous voulons gérer le pays. Aucun pays n'a pu se développer sans la contribution de la femme. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème de capacité physique ou autre entre les hommes et les femmes. Il s'agit par cette table ronde d'encourager les hommes et femmes à la production des connaissances basées sur le genre qui s'inspirent des réalités maliennes et africaines. Et dans des communiqués déposés à la rédaction, le Rassemblement démocratique africain RDA Mali et le Parti d'Emma saluent la mémoire des martyrs des événements de 1991. Ils réaffirment leur détermination pour la préservation des acquis démocratiques. Nous vous amenons faire à présent un tour à Doha, au Qatar, où séjourne actuellement le chef du gouvernement. En ce samedi, la délégation malienne a pris part à l'ouverture des travaux du forum de Doha, occasion pour le Premier ministre Choguel Kokala Maïga d'échanger avec son homologue qatarien, Sheikh Khaled bin Khalifa Abdelaziz Al Thani. Les deux personnalités ont largement discuté de la situation sociopolitique du Mali. Le Premier ministre a pu avoir l'engagement de son homologue à soutenir le Mali dans ces moments difficiles de son histoire. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux Sidiki Damele, Adama Kamara. Le premier ministre que nous venons de rencontrer, c'est à son invitation que je suis venu à ce forum. Et vous savez, dans ce genre de forum, chaque pays a ses préoccupations. Donc j'ai tenu à expliquer à Monsieur le Premier ministre les préoccupations majeures du Mali aujourd'hui. C'est la lutte contre le terrorisme et l'organisation d'élections libres et transparentes à la fin d'une transition que le gouvernement estime pouvoir se tenir dans un délai de 24 mois à la date d'aujourd'hui. J'ai donc expliqué à mon homologue qatari que nous sommes venus aussi pour demander la solidarité de nos amis, comme le Qatar. Nous nous souvenons que, vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, le Qatar aussi était victime d'embargo. J'ai tenu à rappeler que nous aussi aujourd'hui nous sommes sous embargo et notre souhait c'est que nos amis soient à nos côtés. J'ai aussi indiqué le contenu des entretiens que j'ai eu avec le monde des affaires qatari et Qatar Charity, en indiquant qu'il y a de larges possibilités de coopération avec le Mali, du point de vue gouvernemental, du point de vue du secteur privé et du point de vue humanitaire. Voilà les sujets. Nous avons une oreille attentive et nous allons continuer les discussions pour aller beaucoup plus en profondeur parce qu'il y a des questions auxquelles l'agenda du Premier ministre ne permet pas de s'étendre. Est-ce que vous avez obtenu l'accompagnement, les soutiens et l'engagement des autorités qataries? Ce que les autorités qataries nous ont indiqué, c'est que le Mali est un pays frère qu'ils accompagneront de façon certaine. Mais ils nous ont conseillé, comme tous nos amis d'ailleurs, de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec l'ensemble de la communauté internationale. J'ai indiqué que nous sommes sur cette voie. La preuve, c'est qu'au sortir des assises nationales de la refondation, le peuple malien a estimé qu'il faut 5 ans pour une transition réussie et stable. Mais après les discussions avec nos partenaires, le gouvernement estime à la date d'aujourd'hui qu'en 24 mois, il peut faire le minimum de réformes nécessaires à la stabilité de l'État et à la stabilité des institutions futures. Voilà les arguments que j'ai développés devant le Premier ministre et je pense qu'il y a une oreille attentive. Mais vous savez, au niveau international, c'est toujours la volonté d'accompagnement d'une façon générale. Je pense qu'on est dans cette logique et c'est notre logique aussi. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien de la communauté internationale et surtout la détermination des Maliens eux-mêmes,
et leur volonté de se prendre en charge, nous pourrons arriver à une transition réussie à la fin de 24 mois. Revenons à l'ouverture des travaux du Forum de Doha, 20e du genre, sous le thème « Transformer pour une nouvelle ère », présidé par l'émir du Qatar. Le forum regroupe plusieurs personnalités du monde entier, dont le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a animé un panel sur les opportunités d'affaires entre l'Afrique et le Qatar. Les 2 jours seront marqués par des échanges et des propositions concrètes pour faire face à certains défis comme la sécurité, la paix, la migration, la justice et le développement économique. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé, Adama Kamara. À ce 20e forum de Doha, personnalités politiques mondiales, leaders d'opinion, décideurs, experts et représentants de la société civile réfléchissent à une question fondamentale. Comment développer une justice sociale nouvelle, véritable garant des communautés? Car ici, à l'image de l'émir du Qatar, tous dressent le constat que le monde d'aujourd'hui a atteint un stade critique à tous les niveaux, politique, économique, environnemental et social. Et cette étape nécessite des révisions radicales pour éviter toute perte d'équilibre. Wrongly against everyone who criticizes Israel's policies. And this impinges on the struggle against racism and actual anti-Semitism. On the political and security level, it is sorrowful to see a contraction in the political and diplomatic means in favor of military expansion and armed solutions. The militarization of solutions has begun to grow during the last 4 decades till it reached one of its most challenging peaks in the Ukrainian war. Autant de questions qui méritent des réponses, d'où tout l'intérêt de ce forum. Face aux défis sécuritaires, environnementaux et économiques actuels, c'est un nouvel ordre mondial que le Qatar veut dessiner, un nouvel ordre mondial plus équitable à travers ce forum. Et cette thématique, transformation pour une nouvelle ère, un monde meilleur dans lequel chaque nation aura son mot à dire. Et la voix du Mali résonne déjà à ce forum dans ces panels sur les opportunités d'affaires entre le Qatar et l'Afrique. Panel co-animé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Nous travaillons au retour à l'ordre constitutionnel normal dans un maximum de 2 ans. Il est vrai qu'il y a des malentendus avec certains partenaires extérieurs, essentiellement, vous les connaissez, c'est les pays européens. Bon, ça se comprend, c'est des luttes d'influence stratégique, mais nous ne voulons plus être prisonniers d'une seule alliance. Nous voulons le multilatéralisme sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, nous voulons avoir beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous ne voulons plus être sous la coupe d'un seul pays qui dicte ce qu'il faut faire. Je crois qu'une partie des difficultés que le Mali a sur le plan international viennent de là. Mais c'est des choix que nous avons faits. Je pense que nous allons les assumer avec le soutien de notre peuple et de nos amis. Le Premier ministre, après avoir brossé la situation socio-politique, a vanté les potentialités énormes du Mali en matière d'agriculture, d'élevage et de mines. Une façon d'inviter les investisseurs étrangers sur ce terrain propice. La partie où est concentrée les 80% de l'économie est aujourd'hui libérée. Dans cette partie, vous avez les mines d'or, les puits de gaz, vous avez beaucoup de minerais, et c'est là que vous avez les 2 plus grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Vous avez plus de 3 millions d'hectares qui sont potentiellement aménageables, sur lesquels on a moins de 300 000 qui sont aménagés. Donc il y a de l'espace. Le bétail malien, du point de vue de l'élevage, c'est le plus grand cheptel après le Nigeria. Il y a un potentiel. Le Mali est le 2e producteur d'or en Afrique de l'Ouest. Le 1er producteur de coton en Afrique au sud du Sahara. Et ce coton est exporté presque à 98%. Donc il y a du potentiel pour installer des usines, créer de la valeur ajoutée. Nous avons un déficit énergétique important. Donc
il y a de l'espace pour les investisseurs étrangers qui veulent investir dans l'énergie, dans les routes, dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans la transformation du coton. En un mot, les conditions sont réunies, les conditions physiques. Du point de vue de la législation, le Code des investissements maliens est l'un des plus attractifs. Vous pouvez installer votre entreprise 100%, ou si vous voulez, vous mettez avec des Maliens. Vous pouvez rapatrier les 100% de vos bénéfices. Vous avez la totale liberté de mouvement. La transformation pour une nouvelle ère passera par des investissements colossaux et un meilleur équilibre social. C'est pourquoi l'on s'attend ici à des propositions et solutions viables au bénéfice des peuples du monde. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les activités du Premier ministre à Doha. Entreprendre, c'est porter les jalons du développement. Vous l'avez entendu, ici au Mali, on le sait et le message doit s'enraciner depuis le niveau universitaire. C'est d'ailleurs conscient de cela que les organisateurs du Forum économique des jeunes entrepreneurs a choisi pour sa 5e édition le thème « L'entrepreneuriat en milieu universitaire ». Plusieurs universités publiques et privées sont en compétition et les meilleurs plans d'affaires présentés par les étudiants seront primés. Le point de la cérémonie de lancement du forum avec Boubacar Sissoko. Les universités sont les mieux indiquées pour cultiver l'esprit d'entrepreneuriat. C'est la principale motivation qui a guidé l'organisation des jeunes patrons du Mali lors de cette 5e édition au choix du thème « Entrepreneuriat en milieu universitaire ». Nous avons spécialement aménagé un espace qu'on appelle espace de présentation de pitch. Et donc là, ils vont venir devant des investisseurs, parce qu'on va inviter beaucoup d'investisseurs, ils vont présenter des projets et les meilleurs seront primés. Nous avons pu mobiliser 12 universités, publiques et privées, qui ont massivement mobilisé leurs étudiants. Ce forum vise à magnifier les acteurs du développement et d'encourager l'excellence et le goût du risque. Les panels permettront aux étudiants des différentes universités d'améliorer leurs connaissances en matière de création d'entreprises. Les deux membres du gouvernement ont encouragé les initiateurs et ont promis de les accompagner. Moi, je suis très fier d'être là avec vous et très content de vous tenir un tel discours. Parce que j'imagine et je l'espère que ce discours-là va vous motiver davantage, que ceux qui hésitent, ceux qui ont échoué, ceux qui veulent entreprendre, ayez le courage, n'abandonnez jamais, battez-vous, et si vous hésitez et que vous avez des doutes, passez nous voir, nous vous donnerons le conseil nécessaire, nous vous donnerons la potion magique. Vraiment, nous sommes ouverts à ces partenariats, à ces échanges, parce que nous savons que vous avez une expertise. Vous avez beaucoup de recul par rapport à cette problématique et alors très bientôt nous allons vous approcher. Aujourd'hui, des dispositifs existent pour accompagner ces idées de projets et surtout de créer les conditions de leur financement. Les universités sélectionnées en compétition auront à présenter leur plan d'affaires. Le jury aura à se prononcer sur leur pertinence. Le forum sera clôturé par un dîner gala au cours duquel des trophées d'excellence seront attribués. Voyons le sentiment de joie qui s'élit sur les visages des veuves de la 3e région militaire en recevant de la primature, dans le cadre de ses œuvres humanitaires, un important lot de denrées alimentaires, dont à l'endroit du centre social Djeneba Diawara, nous précise Mohamed Kantor. En cette veille du mois de Ramadan, la primature apporte du sourire aux veuves des porteurs d'uniformes de la 3e région militaire en leur remettant une quantité importante de denrées de première nécessité. Ce don est composé de 10 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, d'1 tonne de lait, d'1 tonne de pâtes alimentaires et de 1400 litres d'huile. Cet acte de bienveillance à l'endroit de nos valeureuses dames témoigne une fois de plus l'engagement, la détermination et surtout le souci du facteur humain très élevé des plus hautes autorités de la transition dans la réalisation des œuvres sociales. Chacune des 200 bénéficiaires reçoit également une enveloppe. Les veuves en ont profité pour saluer l'initiative du chef de gouvernement qui est de nature à soulager la souffrance des familles des militaires tombés sur le théâtre des opérations. Nous remercions infiniment la primature. Nous les encourageons à persévérer dans ce sens. Nous accordons notre soutien inlassable
à la transition et nous prions pour la paix au Mali. La donation présente s'inscrit logiquement dans le cadre et dans la poursuite des initiatives d'urgence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en faveur des couches les plus démunies. Chaque foyer recevra naturellement un sac de sucre, un sac de lait, un bidon d'huile et un paquet de pâtes alimentaires. Une minute de silence a été observée en la mémoire des porteurs d'uniformes ayant perdu la vie pour la défense de la patrie. La cérémonie a pris fin par la lecture des versets coraniques en faveur de l'apaisement du climat social. Et Kafo-Djiguinè, qui est déjà dans la mouvance, poursuit sa série de donations au FAMA. C'est par Sigoué Fana que la tournée de bienfaisance de l'institution de microfinance a pris fin. Le point avec Abdul Karim Kaba. Contribuer à l'effort des forces armées de sécurité du Mali, tel est le sens donné à cette série de remises de vivres au FAMA par Kafo-Djiguinè. Après Koutiala, Sikasso et Bougouni, l'institution de microfinance Kafo-Djiguinè a bouclé sa tournée à Fana et Ségou. Ce geste pour nous était un symbole pour manifester tout notre dévouement et notre plein soutien à la montée en puissance de notre vaillante armée. Il vise aussi à reconnaître le sacrifice ultime de nos braves militaires qui ont fait le serment de donner leur vie pour sauver les nôtres et préserver l'honneur et la dignité de notre cher pays. Dans ces différentes localités, la joie et un devoir de reconnaissance se faisaient sentir dans les différentes allocutions des autorités à l'endroit de Kafo-Djiguinè pour cette initiative. Nous témoignons simplement notre solidarité avec ces forces parce que nous savons ce qu'elles font sur le terrain aujourd'hui. Rendre hommage aux responsables de Kafo-Djiguinè, dont la politique nous permet depuis plusieurs années de vivre dans nos garnisons des événements heureux de cette nature. À travers ce geste, Kafo-Djiguinè poursuit son traditionnel accompagnement en soutien aux forces armées maliennes. Cette donation de vivres de Kafo-Djiguinè est une invite à toutes les bonnes volontés à soutenir les femmes. 28 récipiendaires maliens viennent de recevoir leur attestation d'aptitude aux fonctions d'officier de l'école militaire interarmes EMIA de Koulikoro. 4e du genre du cycle de réadaptation, ils ont pu acquérir de nouvelles compétences, leur permettant d'être désormais aptes à servir en tout lieu et en toutes circonstances. La correspondance de Abdraman Maïga. Cette remise d'attestation marque la fin de 3 mois de formation intense et accélérée suivi par 28 officiers stagiaires maliens à l'école militaire interarmes de Koulikoro. Cette formation, 4e du genre du cycle de réadaptation, a permis aux stagiaires, après leur formation initiale, d'acquérir de nouvelles compétences qui leur permettent d'être désormais aptes à servir en tout lieu et en toutes circonstances. Au départ, on se disait ne rien avoir à apprendre ici. Mais avec le temps, nous avons compris que cela était une fausse idée qu'on se faisait. Et voilà qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons, avec une grande connaissance de l'armée malienne, la nôtre. Ces 28 officiers stagiaires, dont 2 personnels féminins, en provenance de la Russie, de l'Allemagne, du Venezuela, des pays de la sous-région et du Maghreb, ont également renforcé leurs capacités sur d'autres sujets non moins importants, comme par exemple la pédagogie, les médias, la correspondance militaire et certaines traditions de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Ces connaissances, bien que parcellaires, les guideront dans la vie de tous les jours. Elles posent les bases de la cohésion et de la solidarité entre d'abord les membres de la 4e promotion d'officiers stagiaires, mais aussi entre cette promotion et les autres formations de l'EMIA. Les 3 mois de formation reçue à l'EMIA doivent vous permettre de comprendre votre futur environnement de travail. Venant d'horizons divers, il vous est demandé de chercher à connaître et comprendre les hommes que vous allez commander afin d'être de bons leaders, de maîtriser les outils de travail qui seront mis à votre disposition et de les entretenir. Cette cérémonie de fin de formation a été agrémentée par des chants de chœur de l'hymne national du Mali,
la présentation du cycle de réhabilitation et un cocktail. Restons avec les eaux maintenues. Voyons du côté de la 3e région où 50 éléments du groupement mobile de sécurité de Sikasso viennent de bénéficier d'un renforcement de capacité en maintien d'ordre et en technique professionnelle d'intervention. Moustapha Doumbia. Des démonstrations de maintien d'ordre et de techniques professionnelles d'intervention pour marquer la fin de la formation des fonctionnaires de police au compte du groupement mobile de sécurité de Sikasso. Une formation de 4 semaines qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Direction générale de la police, l'école de maintien de la paix à Blondembey et l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche. Il s'agit de la fin de formation sur le renforcement des capacités opérationnelles en armement, en technique de police et en gestion rationnelle de la foule, donc en maintien d'ordre. Quant aux stagiaires, je les rappelle que tout ce qu'ils viennent d'apprendre doit constituer pour eux un indispensable outil de travail pour mener à bien la noble et exaltante mission de sécurisation et de protection des personnes et de leurs biens. Ils sont au total 50 éléments du groupement mobile de sécurité à bénéficier de cette formation, des éléments fiers d'acquérir de nouvelles compétences. Cela va apporter beaucoup de changements dans le comportement de nos éléments, surtout la jeune génération qui vient de sortir. Le maniement des armes, le comportement sur le terrain, le comportement envers les citoyens. Cela va contribuer à changer le comportement des jeunes. C'est vraiment un sentiment de fierté et de satisfaction face à ce que nous venons de voir ensemble. L'option aujourd'hui, c'est de former, d'équiper nos forces armées, nos forces de défense et de sécurité. Et cet exercice se place justement dans ce cadre général. Le chef de l'exécutif régional a aussi invité la population à accompagner les forces de sécurité. Ouvrons une fenêtre sur les conseils d'administration. On commence par celui de la Banque de développement du Mali, BDMSA, qui tire le bilan de son programme d'activité de 2021. Les résultats sont satisfaisants selon les administrateurs réunis pour la 77e session budgétaire de l'institution. Cette année, la BDM compte renforcer la modernisation numérique de ses services et continue à soutenir le monde paysan, surtout le secteur coton qui l'accompagne depuis des années. Salimata Ndao, Mohamed Sidibé. Après une année difficile due aux événements, l'heure est au bilan pour le premier groupe bancaire du Mali, BDMSA. La Banque de développement du Mali a surmonté les obstacles et a obtenu des résultats performants. 1800 milliards de francs CFA, c'est le total bilan réalisé par la BDMSA en 2021. Le produit net bancaire est chiffré à près de 74 milliards. Des résultats qui motivent l'administration à se lancer dans la mise en œuvre du plan d'action 2022 avec beaucoup plus de confiance. On a examiné les comptes de la banque au 31 décembre, le rapport de la direction également de la banque, et nous avons pris les décisions appropriées pour garantir à la banque, disons, une évolution normale. Nous avons également adopté le PMT Group, qui est une innovation qui vient d'être donc initiée au sein de cette institution. Les perspectives sont très bonnes, parce que vous savez, BDM assure le chef de fila du financement du crédit de campagne cotonnière au Mali, et ça depuis 2 décennies. Cette année encore, la BDM va assurer également le chef de fila afin de mobiliser le financement nécessaire pour la campagne cotonnière au Mali. Nous allons travailler afin de moderniser davantage cette machine, afin de l'innover, afin d'améliorer les performances. À la BDMSA, les partenaires sociaux prônent les valeurs professionnelles au sein de l'entreprise pour des résultats plus importants. Pour les bons résultats obtenus l'année dernière, le président du conseil d'administration a félicité le personnel pour son engagement. Je suis très satisfait des résultats. Je suis très satisfait surtout au vu des chiffres qui nous ont été présentés, des résultats
des travailleurs de la banque, des agents de la banque, le représentant du syndicat en a parlé. Et c'est vraiment, si nous avons atteint des résultats aussi positifs, c'est bien grâce à l'apport en tout premier lieu des travailleurs eux-mêmes. Pour maintenir, voire renforcer les acquis, le président du conseil d'administration insiste sur la résilience de la banque. Vous l'avez entendu, la BDM soutient le monde paysan, surtout le secteur coton. Quant aux transporteurs, face aux sanctions imposées par la CEDEAO, il s'engage à approvisionner correctement le pays. Le Conseil malien des transporteurs routiers, CMTR, l'a fait savoir lors de l'ouverture de sa 14e assemblée consulaire. Reportage Ousmane Diakité. 14 ans d'existence, 14e assise de l'Assemblée consulaire du Conseil malien des transporteurs routiers CMTR pour prouver leur ambition à désenclaver le Mali en fournissant aux Maliens les produits de première nécessité. Ils sont des délégués venus de Kaya à Kidala. Nous ne cesserons jamais d'exprimer notre soutien au gouvernement de la transition pour les efforts inestimables fournis afin de déjouer les funestes complots des ennemis de notre pays auxquels il a été prédit un rapide naufrage après les sanctions iniques, mais qui, par la grâce du Tout-Puissant et la clairvoyance de ses dirigeants, a su trouver les ressources nécessaires pour assurer la quiétude de la population malienne. C'est pourquoi, malgré que le Mali soit enclavé et subissant de plein fouet les effets de la crise multidimensionnelle, le CMTR s'engage. Le CMTR vous donne l'assurance, par ma voix, de son accompagnement et de sa détermination à jouer pleinement sa partition, celle de contribuer au désenclavement du Mali en assurant le transport régulier des personnes et les biens. Abondant dans le même sens, le ministre en charge des Transports reconnaît que les transporteurs routiers sont des acteurs d'un Mali désenclavé et en paix. Malgré la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali depuis 2012 et les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, de nombreux opérateurs économiques du domaine des transports, au sud comme au nord du pays, continuent d'assurer l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité et autres biens matériels indispensables au bien-être des Maliennes et des Maliens. À cet égard, je voudrais m'associer aux remerciements que le président du CMTR a adressés aux plus hautes autorités du pays pour les facilités accordées aux transporteurs routiers en raison de la crise. Les travaux de ces 14e assises de l'Assemblée consulaire du CMTR réservent une grande place aux questions budgétaires de la fêtière qui prônent la cohésion pour relever les défis de l'heure. Première session du comité de pilotage du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs au Mali. Boubacar Sissoko. Ce premier comité de pilotage du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs au Mali mérite fait le bilan à mi-parcours des activités réalisées depuis sa création. La création du projet mérite remonte à un peu plus de 3 mois. Il s'agit également pour les administrateurs de planifier les activités à mener en 2022 et d'adopter le budget y afférent. On va contribuer à améliorer les sols, on va contribuer à améliorer la culture agricole. Et on va contribuer à rendre les femmes plus heureuses. On va contribuer à fixer les jeunes dans les terroirs. Le coût, c'est environ 30 milliards, répartis entre le FIDA, le FEM, le Mali. Le budget, c'est à peu près 2,5 milliards de francs CFA que nous devons consommer dans les activités principales. Le projet Mérite s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès à des énergies renouvelables et de la productivité des sols. Le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur ce projet. Les résultats qui seront obtenus avec les appuis de tous les acteurs contribueront à la modernisation du secteur agricole du Mali. Pour atteindre cet objectif, le projet cible 420 000 ménages, dont la moitié est constituée de femmes et de jeunes. Le projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs au Mali Mérite couvre 4 régions, à savoir Kay, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Il s'étend sur une durée de 6 ans pour une enveloppe d'environ 30 milliards de francs CFA.
À l'officerie Ségou, on soumet par exemple à l'appréciation des administrateurs au cours du 30e conseil d'administration le projet du contrat annuel de performance de l'année 2022. Sans compter que le budget de l'office s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA cette année. La correspondance de Honoré Chino. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour de cette 30e session du conseil d'administration de l'office Siri Ségou, la présentation du rapport annuel de performance de la campagne 2021 et le projet du contrat annuel de performance de l'année 2022. Il ressort donc de l'analyse des documents que pour l'année 2021, l'office Siri a enregistré une production d'un peu moins par rapport aux attentes. On avait prévu de produire à peu près 110 000 tonnes de riz paddy. Mais on est venu à 92 000. Les céréales chaises, on avait prévu de produire à peu près 190 000. On a produit à peu près 160 000. Donc c'est à ce niveau, à cause de la pluviométrie, on n'a pas pu atteindre cet objectif. Maintenant, le conseil d'administration a passé en pain fin tous les problèmes qui sont au niveau de l'office. Et on fait des propositions d'amélioration et ou des pistes de réflexion par rapport à ces actions. D'ores et déjà, l'office Siri Ségou se tourne vers une reconversion de la submersion contrôlée à la maîtrise totale de l'eau. Pour cela, il s'appuie essentiellement sur les projets suivants. Le projet de développement intégré et de résilience climatique dans les plaines du Delta 2, les études d'aménagement des plaines de Soké 2, de Dioro 1, le projet de développement de l'irrigation PDI en zone office Iris Ségou en cours d'élaboration avec la Banque mondiale. Ainsi, le budget prévisionnel 2022 de l'office Iris Ségou s'élève à près de 2 milliards 300 millions de francs CFA, soit une diminution de 0,51% par rapport à l'année 2021. Les administrateurs de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée, IPR-IFRA de Katibougou, félicitent les résultats académiques et financiers satisfaisants au titre de l'année 2020-2021 de l'Institut. La 10e session ordinaire de son conseil d'administration leur permet ainsi de plancher sur le fonctionnement actuel et les perspectives de l'Institut, nous informe Jules Sambo-Sissoko. Les travaux de la 10e session ordinaire du conseil d'administration de l'IPR-IFRA de Katibougou ont essentiellement porté sur le procès verbal et les recommandations de la 9e session, l'adoption du rapport d'activité 2020-2021, l'état d'exécution du budget de l'année 2021 et la présentation du budget de 2022. Cette session intervient au moment où l'Institut a su contenir les défis. Le projet de construction de 2 amphithéâtres de 800 places, de 12 salles de classe, des magasins pour les semences, des parkings auto viennent d'être acceptés dans le cadre du budget d'investissement spécial sur 2022-2024. Les administrateurs ont bien apprécié les performances enregistrées et la vision de la direction générale de l'IPR-IFRA de Katibougou dans une dynamique globale. Ces résultats sont le fruit de la bonne collaboration entre tous les acteurs de l'Institut. Le budget pour l'année 2021 a été équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 milliards 708 millions 823 250 francs CFA, dont 2 milliards 564 millions 683 250 francs CFA de subventions de l'État. Au total, 1131 diplômés, tous cycles confondus, ont été mis sur le marché de l'emploi en 2021. Nous arrivons à notre grand format de ce journal. Il s'adresse à tout un chacun qui se bat au quotidien contre les pratiquants de mal-vie. Entendez par là ceux qui pratiquent à volonté les cascades ou parades sur les engins à 2 ou 4 roues sur les voies publiques. Le phénomène devenu fréquent à Bamako depuis quelques années, ce sont les jeunes pleins de vie qui sont déclarés experts en la matière jusqu'à ce qu'ils se font appeler spécialistes en acrobatie. Pourtant,
La pratique est sévèrement sanctionnée par la législation. Elle est considérée comme un trouble à l'ordre public. Sport ou parade de moto, bonjour la mort. Oui, beaucoup se font tuer en l'exerçant. Suivons cette véritable immersion de notre équipe dans ce monde parallèle à la réalité au vu des faits et gestes de ses pratiquants. Ousmane Diakité, Aruna Diarra, Tchédje Kamara, Toumani Diabaté, Abdoulaye Diop. Ces acrobaties sur des engins à 2 roues ou 4 roues ne se voyaient qu'au cinéma. Mais depuis quelques années, le spectacle a quitté les grands écrans pour devenir une réalité dans nos grandes villes. Rémi Traoré fait partie de ceux qu'on appelle les acrobates. Nous aimons pratiquer ces malvies pour faire plaisir aux gens. Parfois, on tombe, mais cela n'entrave à rien notre détermination. Sans conteste, c'est un exercice périlleux auquel s'adonnent ces acrobates sur la voie publique, ignorant du coup les dangers qu'ils encourent, comme ce fut le cas il y a quelques jours pour 2 jeunes dont l'un a failli perdre la vie. Ces cascadeurs, comme certains les appellent, mettent également en danger la vie des autres usagers de la route, sans compter les nuisances sonores qui perturbent la quiétude des riverains. Ça nous dérange et puis c'est énervant de voir des enfants s'apprendre à leur vie. Voilà. Donc nous appelons à la société de veiller à ces jeunes-là, vraiment, de condamner fermement cette pratique qui est dangereuse, vraiment, pour les pratiquants de la circulation routière. Si je vois ce genre de comportement sur la route, ça me met vraiment mal à l'aise. Parce que ce n'est pas du tout bien, parce que ça peut amener des accidents. Ça nous fait peur, parce que ça amène à la mort. Vraiment, c'est risquant. C'est risquant, voilà. Comme on dit, mal fait. Face à cette équation devenue difficile à résoudre, cet habitant d'un quartier de Bamako plaide auprès des autorités afin de mettre fin à la pratique. L'État doit veiller à tout ça, n'importe où ça se passe. Parce que les jeunes là, il faut qu'on les conscientise là. Parce qu'on ne peut pas éduquer un jeune, on les conscientise, soit on les sanctionne. Donc le moment est venu que le Mali Koura dont on dit là, il faut que le pouvoir prenne ses responsabilités pour vraiment pouvoir arrêter le désordre. Bien que les acrobaties soient dénoncées par certains usagers, elles restent une source de revenus pour bon nombre de pratiquants. Bon, nous pratiquons cette activité depuis l'enfance. C'est une activité lucrative pour nous, car on nous invite dans les cérémonies de mariage pour magnifier la fête. En ces moments, nous faisons des exhibitions qui nous font gagner 50 000 à 250 000 francs CFA, parfois plus. Depuis une quinzaine d'années, le phénomène fait partie du quotidien des Bamakois. Malgré la sensibilisation et la répression, il y reste une grosse épine dans les pieds des services compétents. Évidemment, c'est des comportements, ça se voit que c'est des comportements à ne pas adopter sur nos routes. Quand on parle du principe que la route appartient à tous les usagers de la route, donc partant de ce postulat-là, donc on ne peut pas juste se comporter sur la route comme si on était les seuls sur la route. Ces phénomènes-là nous viennent d'ailleurs, donc je pense que beaucoup de gens le savent. Mais l'ailleurs où ce phénomène-là a commencé, ou en tout cas ça se pratique, c'est dans des circuits, en tout cas aménagés à cet effet. Et c'est aussi encadré. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est vraiment de considérer que la route ne leur appartient pas et qu'ils ne sont pas seuls sur la route. On ne peut pas se comporter comme si on était seuls. Et voir des jeunes qui s'adonnent à des comportements comme ça, moi je pense que c'est des comportements à éviter et c'est surtout des comportements à réprimer. Et les acrobaties avec les engins sur la voie publique, communément appelés malvus ou malvus, ce sont des phénomènes qui sont prévus et punis par le code pénal, notamment en son article 63. Et selon cet article, toute obstruction de la voie publique par des attroupements ou autres qui entravent ou même créent des paniques ou entravent également la libre circulation
sont prévus et punis par la loi pénale. Donc c'est pour cette raison que les autorités de la police, en tant que garantes de l'ordre public, mènent une lutte implacable contre ces phénomènes, tant dans le cadre de la police administrative que dans le cadre de la police judiciaire. Donc de ce fait, tout individu qui tombe sous le coup de cet article en pratiquant ce phénomène sera purement et simplement interpellé et déféré devant le procureur de la République afin que la loi lui soit appliquée dans toute sa rigueur. L'emprisonnement va de 3 mois à 3 ans. Face à l'ampleur de ces phénomènes appelés mal-vie pour certains ou chifflés pour d'autres, le gouverneur du district de Bamako invite les autorités communales, responsables communautaires et leaders d'opinion à sensibiliser davantage la jeunesse afin de mettre fin à cette pratique qui met en danger non seulement à ceux qui s'y adonnent, mais aussi à d'autres paisibles citoyens. Lorsque cette sensibilisation ne porte pas fruit, nous allons agir, nous allons sévir. Et tous ceux qui seront appréhendés seront mis à la disposition des autorités compétentes. Je vais parler ici de la justice, parce que comme je le disais tantôt, il s'agit ici d'une infraction pénale qui ne doit pas rester impunie. Maintenant, s'agissant de la pertinence même de l'activité, je dirais que si c'est une activité qui peut rapporter, mais ce n'est pas sur la voie publique que ça va rapporter. Là, cela mérite qu'il y ait une meilleure organisation et que l'activité se déroule sur des espaces réservés à cet effet. Malgré l'existence d'un arsenal juridique, la pratique perdure. Faut-il alors manier plus les bâtons pour que force reste à la loi? Car comme dirait l'autre, un texte n'a de valeur que lorsqu'il est réellement appliqué. Koji Sibi, bonsoir. Bonsoir Nianalou, bonsoir à tous. Koji Sibi, j'ai eu la chair de poule en voyant l'image d'un jeune sous une soutrama. Est-ce qu'on peut dire que c'est du sport, ça? Si c'est du sport, c'est un mauvais sport. Oui, parce que ça doit se faire avec tout un arsenal et puis dans un circuit bien déterminé. Merci d'être là à mes côtés. Nous allons parler justement de sport, l'actualité sportive qui est dominée par les barrages allés de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Aigles du Mali ont perdu 1-0 hier face à la Tunisie. Oui, les Aigles ont été surpris à domicile 1-0 face à la Tunisie. Eh bien, la Tunisie qui fait pour l'instant la bonne opération. Aridou Matina était dans les tribunes du stade du 26 mars. Voici son compte rendu. Le stade du 26 mars, entièrement rénové et répondant désormais aux normes internationales, abrite la manche à l'aide du match de barrage Mali-Tunisie, qualificatif pour le Mondial Qatar 2022. Pour pousser son équipe nationale à la victoire à domicile. Les Aigles très motivés démarrent en fanfare la partie, avec l'ambition d'ouvrir rapidement le score. Les Tunisiens prudents et attentistes tentent de casser le rythme du jeu. Néanmoins, les Aigles vont se montrer menaçants. Les Aigles vont multiplier les offensives, mais sans parvenir à trouver la faille. Les Aigles de Carthage de la Tunisie remportent ainsi le premier acte. Oui, on savait que c'était un match difficile à Bamako et c'était le cas. Dans des conditions assez difficiles, beaucoup de chaleur, un stade plein avec beaucoup de fans. On savait que le plus important c'était de montrer beaucoup d'activité. Mais aujourd'hui, de les voir comme ça et le terrain est rempli, vraiment c'était incroyable. Et merci à eux. Et Inch'Allah, on va se qualifier là-bas. Vous savez, c'est le football, les joueurs ont mouillé les maillots. Voilà, on n'a pas su marquer dans le temps fort. Le match aller est fini. Maintenant, on va laisser la deuxième mi-temps là-bas. On va se qualifier, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que vous êtes convaincus comme moi. Si vous avez confiance à votre équipe nationale, soutenez-nous, on va se qualifier, Inch'Allah. Les regards sont désormais tournés vers la rencontre retour prévue ce mardi à Tunis. Voilà, restez toujours derrière les Aigles, malgré la défaite des Aigles du Mali face à la Tunisie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à féliciter surtout les supporters du Mali qu'on a vus dans le stade. Oui, comme vous l'avez constaté, oui. Voilà, c'est un 12e homme qui a donc été très très motivé, qui a sonné donc la mobilisation au stade du 26 mars. Alors surtout dans le plus grand fair play, malgré justement la défaite, une situation fort appréciée par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Ag Atayer, qu'on écoute et qui apprécie
et salue le comportement des fans. Mon premier message s'adresse particulièrement à ce magnifique public des supporters et des amoureux du football, du mouvement sportif, qui est sorti massivement accompagner et soutenir notre équipe nationale. La mobilisation d'hier était une mobilisation inédite dans l'histoire de nos matchs de ces 10 dernières années. Malgré que le stade était plein, nous avons vu un public responsable. Un public, certes, qui a animé les stades, qui a harangué les foules et qui a soutenu jusqu'à la dernière minute son équipe. Mais derrière cela, nous avons senti que les appels que nous avons lancés les semaines d'avant pour appeler les uns et les autres à la responsabilité, que ces messages ont été entendus. Pour cela, je tiens à remercier vivement et du fond du cœur l'esprit patriotique et responsable qui a guidé le comportement des supporters et du public qui étaient hier au stade. Voilà, on vient d'entendre le ministre. On va rappeler, franchement, le match retour, c'est mardi à Tunis. Il y a des raisons d'y croire. Vous les avez vus motivés, vous avez vu qu'ils ont des armes malgré la défaite. Donc on va croiser les doigts pour voir à quoi va ressembler la rencontre retour mardi à Tunis. Et ça sera retransmis le match? On verra tout ça, Inch'Allah. Ok, bon, le RTM sera toujours au rendez-vous en tout cas. Koji, nous allons continuer. Le week-end est marqué par ailleurs par les 8e de finale de la Coupe du Mali de football. Il y avait un duel entre équipes de première division, notamment AFE AS Real. Et au moment où on entrait dans ce studio, ce sont les Scorpions qui faisaient la bonne opération 2-0. Alors, est-ce que cela a évolué? On verra. Le stade malien n'a pas fait de détails. Là, c'était fini. Devant ATS de Koro, battu 3-0. La rencontre FC Diarra, CS de Wolonfla, initialement prévue cet après-midi au stade Mamadou Konaté, a été reportée à lundi. Et puis ce dimanche, toujours au stade au niveau des 8e de finale à Gao, Al-Awar Koira de la localité recevra la Renaissance de Kenyaba ici à Bamako au stade Modibo Keita à partir de 16h30. Le Djoliba Athletic Club jouera contre le Soni de Gao et à 18h30, Assom sera face à CMB de Mopti au stade Mamadou Konaté. À 16h30, Binga FC sera face à l'USCK et la rencontre AS Douane Espérance de Médine de Ségou est remise à mardi. Mardi, c'est tout, Koudjissibi, pour ce soir? C'est tout pour ce soir. Mais merci, on se donne rendez-vous demain. Demain, Inch'Allah. Ici même, sur ce même plateau. Et avant de nous quitter, on va faire le point Covid de ce jour 26 mars 2022. 2 cas positifs, 3 guéris, 0 décès, 42 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. C'est la fin de ce journal. Grand merci à nos téléspectateurs de Doha, c'est au Qatar. À demain, 20h, j'espère, et bon week-end à tous.